avril et pour la foire du livre de Bruxelles, nous publions deux nouveautés, deux ouvrages. Et je dis ouvrages parce que nous sommes en dehors des sentiers habituellement foulés par Méo. Vous savez que Méo publie surtout de la littérature de fiction, des romans, quelques recueils de nouvelles. Et nous sommes ici dans deux récits journalistiques. Alors, très étonnant, c'est que ces deux livres sont arrivés à peu près en même temps, que tous les deux sont écrits par des journalistes qui ont déjà derrière eux une œuvre importante, et qu'ils ont tous deux trait à un personnage, chacun, qui est un collectionneur, mais un collectionneur vraiment particulier. Collectionneur en plus bruxellois. Je commence par Brûlure indienne de Philippe Fievet. Philippe Fievet qui est devenu un auteur maison, puisque c'est le troisième livre de lui que nous publions, après deux autres ouvrages publiés ailleurs. Et Brûlure indienne raconte l'histoire de François Chladiuk. Ça ne vous dit peut-être rien, quoique François Chladiuk, il y a eu sur lui un documentaire produit par la RTBF. Qui est François Chladiuk? Eh bien, quelqu'un qui, dans l'enfance, comme à peu près tout le monde, a joué aux cow-boys et aux indiens, mais qui, contrairement à peu près tout le monde, a décidé d'en faire son métier. Et il a ouvert, à Bruxelles, actuellement boulevard Adolphe Max, le Western Shop. Le Western Shop qui est un magasin où on peut trouver tout ce qui a trait à l'Ouest américain, depuis des bottes de cow-boy, des chapeaux Stetson, pas des Colt, mais enfin on n'en est pas loin, et qui a comme clients des gens comme Kevin Costner, comme Brad Pitt, comme le regretté Dick Rivers ou comme Eddie Mitchell. C'est une caverne d'Alibaba extraordinaire, il faut absolument aller voir un jour le Western Shop des boulevards Adolphe Max. Et ce François Chladiuk, un beau jour, qui est aussi un peu collectionneur, se promène un jour au Sablon et il est harponné par un antiquaire, plutôt un vide-grenier qu'un antiquaire, qui lui dit « Mais vous, je sais qui vous êtes et j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. » Et il l'emmène au grenier et il lui montre une série de malles. Il ouvre la première et le François tombe sur des parures d'Indiens, de Sioux, Lakota et Sioux. Il voit tout de suite que c'est de l'authenticité. On fait celui de oui, c'est intéressant, oui, bon, bah pourquoi pas, quoi. Il finit par acheter la collection légèrement en dessous de son prix. Et il se demande, mais d'où ça vient ce machin-là? Et il finit par trouver. Et il se fait qu'à l'exposition universelle de Bruxelles de 1935, au plateau du Heysel, un entrepreneur en entertainment a fait venir plusieurs familles de Sioux Lakota qui ont monté des tipis en bordure de l'exposition et qui tous les soirs ont donné une prestation de danse. Et il y avait, parmi les spectateurs, un riche boucher du centre de Bruxelles, passionné par les Sioux, et qui leur a proposé, en échange d'alcool qu'ils ne pouvaient pas boire, de leur racheter toutes leurs parures quand ils repartiraient, puisque eux, ils n'en avaient plus besoin, chez eux, ils en font autant qu'ils veulent. Et donc il a racheté ces parures, il les a mis dans des coffres parce que sa femme n'a pas voulu que ces ramasse-puces traînent dans la maison et tout ça est monté au grenier. Les enfants ne savaient pas ce que c'était, les petits-enfants encore moins, et quand on a vendu la maison, on a fait appel à un vide-grenier, et voilà comment François Chladiuk s'est trouvé en possession d'une série incroyable de parures authentiques de Sioux Lakota.
Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a décidé d'essayer de retrouver ces gens ou leurs descendants. Et il va chaque année plusieurs fois aux États-Unis pour réapprovisionner son Western Shop. Et il a profité d'un de ses voyages pour aller dans les réserves de Sioux. Et il a retrouvé, avec le nom d'une des familles, il avait tout cela, il a retrouvé non pas le père qui était mort, foudroyé dans sa maison, ni même les enfants qui étaient décédés aussi, mais un enfant né juste après le retour des parents aux États-Unis. Et ce Walter Littlemoon est devenu son ami. Et c'est ça qui a été filmé par la RTBF. Ils ont fait un magnifique reportage sur ces retrouvailles, ou cette prise de connaissance d'un descendant et d'un homme qui arrivait avec des photos de sa famille qu'il ne connaissait pas, avec des objets de sa famille. C'est extraordinaire. Cette collection s'est étoffée par la suite, est devenue célèbre. Cette collection a été exposée au Musée royal d'art et d'histoire. Elle a ensuite été exposée dans un des plus grands musée ethnologique d'Europe, qui est le musée des Confluences à Lyon. Et non seulement il a été exposé, une exposition qui a duré 5-6 mois, mais il va léguer cette collection au musée des Confluences, à condition qu'il l'expose en permanence, en tournant bien sûr, il y a trop pour... Elle occuperait tout le musée, mais une salle lui sera consacrée et elle sera exposée en tournant permanente. On entrevoit aussi, mais là c'est pas encore sûr, une exposition à Liège par exemple. Donc ça a été exposé au musée Buffalo Bill aux États-Unis. Ça n'a pas été sans rien parce qu'il est interdit d'importer des plumes d'aigle aux États-Unis, voilà. Donc il a fallu des autorisations spéciales, un temps fou pour les obtenir. Mais donc c'est une collection qui a tourné dans le monde entier et Philippe Fievé raconte l'histoire de ce François Chladiuk, dit Frank, dit surtout Lone Wolf, le loup solitaire par ses amis indiens. Et alors un scoop, ce Walter Littlemoon a écrit l'histoire de sa vie. Un roman, enfin pas un roman, une autobiographie paru aux États-Unis, They Called Me Uncivilized, ils m'appelaient non civilisé. Un livre dont on a pas mal parlé, notamment dans les milieux ethnologiques, parce que cet enfant, après la mort de son père, donc foudroyé dans sa propre maison, a été arraché à sa mère par les autorités, mis dans une institution catholique pour en faire un bon Américain. Il a été malheureux comme c'est pas possible, il s'est sauvé à plusieurs reprises. Finalement, il s'est engagé à l'armée, il y est devenu alcoolique. Il a rencontré une femme blanche américaine qu'il a prise sous son aile et avec l'aide d'une psychologue, ils l'ont sorti de l'alcoolisme. C'est un monsieur vraiment qui a eu une vie extraordinaire. Et lors de l'exposition au musée des Confluences de Lyon, le musée il a fait venir de sa réserve indienne jusqu'à Lyon, lui qui n'avait jamais sorti autrement que dans le cadre militaire, il est venu à Lyon. Et à l'inauguration, il a fait un discours en Lakota qui a été traduit là. Et bon, le scoop, c'est que j'ai acheté les droits de ce livre, qu'il est en cours de traduction, presque terminé, et qu'en décembre, nous publierons le livre de Walter Littlemoon, qu'on va probablement appeler « Il me traitait de sauvage », et qui sera une suite logique de ce livre de Philippe Fievé. Très bien, belle initiative ça. Oui. Arrivé presque en même temps, un autre livre de journaliste est entré à un collectionneur hors norme. Les dessins du diable. Et je vous parle d'abord de la très belle couverture réalisée par Coste
le dessinateur de presse qui dessine très souvent dans le soir quand Kroll est absent, entre autres, qui fait encore actuellement une exposition à Bruxelles, qui est un des grands dessinateurs de presse belge contemporain, Coste. L'auteur, José-Alain Fralon. Qui est José-Alain Fralon? C'est un journaliste français qui a été grand reporter pour Le Monde, qui a ensuite été correspondant du Monde à Bruxelles pendant pas mal d'années et qui a fini sa carrière comme rédacteur en chef adjoint du journal Le Monde. Il est maintenant retraité. José-Alain Fralon a publié une bonne quinzaine de livres, la plupart chez Fayard, mais aussi chez Gallimard, mais aussi chez d'autres grands éditeurs parisiens. Et un de ses livres, consacré au roi Baudouin, Baudouin, l'homme qui ne voulait pas être roi, a été un vrai succès de librairie, non seulement en Belgique, mais également en France. Il s'est vendu à plus de 30 000 exemplaires, donc chez Fayard. Cet homme nous présente aujourd'hui la vie et la collection aussi d'un homme hors du commun, Arthur Langerman. Un homme sur lequel il y a eu aussi pas mal de reportages faits. Encore récemment, j'ai vu des articles sur lui dans The Brussels Times, par exemple. Qui est Arthur Langerman? Enfant de famille juive, né en 1942. Ses parents, malheureusement, en 1940, qui ont échappé pendant une bonne partie de la guerre au rafle, et suite à une petite erreur, sont arrêtés en 1944, déportés à Auschwitz, après être passés bien sûr par Malines. Le petit Arthur, bon, 1944, le débarquement a déjà eu lieu. Les Allemands s'énervent et surtout il manque d'essence. Et donc, provisoirement, on place le petit Arthur dans une pouponnière avec d'autres enfants juifs en attendant de pouvoir organiser un transport vers la mort des enfants. Et entre-temps, les Alliés approchant plus vite que de le pensaient les Allemands se cassent et il ne partira jamais en Allemagne. Son père meurt à Auschwitz, il n'aura en fait jamais connu. Sa mère revient d'Auschwitz. La mère retrouve le petit Arthur. Ils sont pauvres. Lui est un écolier, un élève brillant, mais il ne pourra pas faire d'études parce que il va devoir travailler. Et il y a un vague arrière-petit-cousin qui est diamantaire à Anvers, et donc on le place chez ce diamantaire, qu'il exploite de façon éhontée, le sous-paye, le fait travailler un nombre d'heures incalculable en disant oui, mais après tu reprendras l'affaire, c'est un investissement. Il n'y a aucun investissement du tout. Sauf qu'il apprend le métier, bien sûr. Il est doué. Et il se passionne pour le diamant de couleur. Donc personne ne veut. Personne ne veut, on ne voit à l'époque que le diamant, la pureté du diamant transparent. Et donc Arthur, dès qu'il y a quelques sous, achète des diamants de couleur qui lui plaisent et il apprend à reconnaître les bons, les moins bons, les rares, les moins rares. Il connaît tout sur le diamant de couleur et il en a une petite collection dont personne ne veut. Et il décide de se mettre à son compte. Il va trouver les grands bijoutiers de la place Vendôme en disant mais voilà des merveilles, pourquoi pas ne pas utiliser. Et finalement il les convainc et de fil en aiguille il va devenir le roi du diamant de couleur dans le monde entier. Il va les vendre partout, avec des aventures extraordinaires qui sont bien sûr racontées dans ce livre. Je ne sais pas s'il n'y avait eu que cela, si j'aurais accepté ce livre, aussi passionnant soit-il. Mais il y a quelque chose d'incroyable, c'est que cet enfant, toujours torturé, mon père je ne l'ai pas connu, pourquoi l'a-t-on tué? Pourquoi cette haine du juif? Se promène un beau jour sur le vieux marché de Bruxelles et découvre une carte postale représentant un, entre guillemets, vieux juif dégueulasse, qu'un nez bien sûr crochu comme il se doit,
en train de sodomiser une petite fille. Immonde. Et là, il y a quelque chose qui se passe, il dit, mais voilà, cette banalisation de la haine du juif, sous prétexte d'humour, humour très mal placé, mais de caricature comique, rigolote, ça a préparé tout. Ça a ouvert, frayé la voie à Hitler et à ses sbires, et il en trouve plusieurs, des cartes de ce genre, et il se met à faire la collection de toutes les images antisémites qu'il peut trouver. D'abord en Belgique, en France, en Allemagne, en Pologne, en Angleterre, aux États-Unis, dans le monde entier, et il constitue une collection incroyable, d'une richesse incroyable, d'une iconographie antisémite, mais absolument immonde, mais qui explique beaucoup de choses. Le musée d'Ixelles a quelques tableaux aussi de ce type-là, quoi. Il y a aussi quelques tableaux, absolument. Oui, oui. Il y en a un d'ailleurs reproduit ici qui appartient à la collection. Et cette collection, aujourd'hui, elle est gérée par une fondation Arthur Langermann, située à Berlin, avec dedans la ville de Berlin, l'université de Berlin et le ministère de la Culture. Donc le rôle est de la rendre connue dans le monde entier. Mais ce qui est extraordinaire, c'est justement la découverte par cet homme-là Oui. de ce mal-être intérieur qu'il pouvait y avoir, qu'il n'expliquait pas, mais ce déclic, il l'a eu, quoi. Oui, il a eu. Et là, comme il avait les moyens, Voilà. il s'est mis à collectionner. Bon, il était quand même le roi du diamant de couleur. Et donc, Oui, et donc ça l'a permis d'acheter des quantités incroyables. Et quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est que sa mère, à Auschwitz, était avec la mère de Diane von Furstenberg. Sa mère n'a jamais accepté, elle n'a jamais rien dit à son fils sur ce qu'elle et son mari avaient vécu à Auschwitz. Ça n'a rien dit. Alors que la mère de Diane a beaucoup parlé à Diane von Furstenberg. Et quand ils se sont rencontrés, Arthur Langermann a appris par Diane von Furstenberg des choses qu'il ignorait sur sa mère. Et par d'autres, par la suite, il a appris. Et donc on a une petite introduction au livre écrite par l'immense couturière qu'est Diane von Furstenberg, une des 10 femmes les plus influentes du monde, disait je ne sais plus quel journal. Mais la famille est toujours dans le diamant pour le moment. Oui. Alors la famille d'Arthur Langermann, oui, c'est son fils qui a repris l'affaire. Lui est encore derrière, il aide encore un peu. Il a pris sa retraite, mais enfin... Il sera à la foire du livre? Alors Arthur Langermann sera à la foire du livre et il y aura une présentation le vendredi 5 à 18 h à la salle Savoir, où les deux auteurs seront interviewés par Jean-Paul Eck, qui est un des grands intervieweurs en Belgique, et Arthur Langermann sera présent. Malheureusement, Frank Schladiuk doit se faire opérer, il ne pourra pas être là. C'est très dommage parce qu'il avait prévu de venir avec une magnifique coiffe d'Indien, mais ça, on n'aura pas la coiffe d'Indien. Et donc voilà, de très beaux livres qui ont un air de parenté, qui nous sont arrivés curieusement en même temps et que je suis vraiment très fier de présenter. On ne peut te souhaiter que tout le succès avec ces deux ouvrages. Ah mais il y aura du succès. Voilà. Merci beaucoup Gérard.